120% News, la suite, on ouvre la page qui va vous convaincre et nous sommes en direct jusqu'à 21h. Qui va vous convaincre, c'est votre rendez-vous avec 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Fatima Benomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés, les libertés publiques avec le Covid. Attention, elles sont en danger. Lydia Guirous est avec nous, essayiste. Il faut interdire le voile religieux lors des sorties scolaires. C'était en débat au Sénat. Rafik Smati, chef d'entreprise. Le Covid, oui, ça peut être une chance économique pour l'avenir et il faudra la saisir. Et puis, Rose Améziane, présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires. Tiens, si on parlait racisme, parce que en 25 ans, finalement, pas grand-chose a changé. Et on va commencer avec Fatima Benomar. Le président, le gouvernement, prend donc de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer la propagation du Covid. Restriction de circulation, couvre-feu qui continue. Dernière en date, interdiction de vente d'alcool sur la voie publique. Il suffit d'écouter les explications du Premier ministre Jean Castex. Nous veillerons notamment à ce que l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique soit respectée. La consommation d'alcool sur l'espace public sera interdite. Sur arrêté préfectoral et en lien étroit avec les maires, l'accès à certains sites propices à des rassemblements en extérieur, comme les quais, berges, places, pourra être interdit en fonction des circonstances locales. C'était aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Fatima Benomar. Vous estimez qu'aujourd'hui les libertés publiques sont en danger, qu'on les rogne jour après jour. Top chrono, 90 secondes pour nous convaincre. Oui, effectivement, ça fait 1 an maintenant qu'on a mis la démocratie et nos libertés individuelles entre parenthèses, sachant que l'état d'urgence sanitaire, c'est pas prévu par la Constitution. C'est un régime très particulier qui empiète sur les compétences du Parlement, qui est complètement exclu des décisions. Et ça met entre parenthèses les garanties fondamentales qui sont accordées à nous, les citoyens, nos libertés publiques, d'aller et venir, d'entreprendre, de se rassembler. On subit les couvre-feux et en plus on est privé des débats parlementaires. D'ailleurs, les parlementaires étaient un peu montés au créneau en novembre dernier, quand il y a eu la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, face à un gouvernement qui gouverne seul et qui en plus en profite de ce contexte législatif très contraint pour faire passer des lois qui n'ont rien à voir avec les questions sanitaires. Ça a été, et souvent même des lois liberticides, comme par exemple la loi sécurité globale. Et nous, en tant que citoyens, pour l'instant, on est juste en train de suivre, on est obligé de rester dans une posture passive et en plus non seulement on voit pas le bout, mais on sent bien qu'il y aura toujours de plus en plus de crises sanitaires, de crises écologiques, sociales, économiques. Ça peut être aussi du terrorisme, etc. Et en fait, on se dit que les crises se multipliant, est-ce qu'on va pas devoir à chaque fois subir ces régimes particuliers antidémocratiques? Pour l'instant, le gouvernement lui a remis quand même un trésor et il doit avoir quand même une attitude responsable. Et quand je découvre en direct qu'on peut, même plus en France, boire des coups sur l'espace public ou que Estrosi remet le couvert sur la question du pass sanitaire, je me dis qu'on glisse petit à petit vers l'habitude d'une société où la démocratie est de plus en plus factice. Antidémocratique, Rafik Smati, d'accord? Place au débat. Je crois que Fatima mélange quand même pas mal de choses. Que le gouvernement interdise les rassemblements et les personnes qui picolent sur la place publique en période de crise du Covid, ça me semble pas quelque chose de dément. En revanche, le processus que vous décrivez est un processus qui est juste. Le processus qui, d'ailleurs, c'est pas le monopole de ce gouvernement. Hein. On peut parler de la loi renseignement de François Hollande, la loi anti-casseurs, etc. Il y a un tropisme dans notre pays, mais j'ai envie de vous dire dans tous les pays, qui consiste systématiquement à empiéter dans les espaces de liberté. Et la liberté, en réalité, le combat pour les libertés, c'est un combat permanent. Et il ne faut... mais j'ai entendu antidémocratique. Est-ce qu'on glisse vers l'antidémocratie? Parce que là, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui résonne et ce que j'ai entendu. Hein, Non, mais en revanche, l'arsenal législatif qui est mis en place, s'il tombait demain entre les mains d'un dictateur ou d'une dictatrice, il aurait tous les moyens pour, par exemple, capter vos communications téléphoniques, voir ce que vous faites sur Internet, etc. Légalement, un dictateur ou quelqu'un de mal intentionné pourrait le faire. Donc, évidemment, les gouvernements que nous avons actuellement en responsabilité sont des gouvernements qui sont républicains, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Mais l'arsenal est là, et s'il devait tomber entre de mauvaises mains, ça pourrait poser problème. Juste par rapport à la question de la restriction du fait de pouvoir boire de l'alcool dans la voie publique, là où je trouve ça particulièrement choquant, c'est que typiquement, le fait de boire de l'alcool dans la voie publique, ça a toujours causé
ça peut causer des problèmes de troubles à l'ordre public. Ça cause des bagarres, ça cause du bruit sous nos fenêtres quand on est mal isolé. Ivresse sur la voie publique aussi. Du sexisme dans les Ça, c'est déjà écrit dans la loi. On s'est toujours dit que l'équilibre démocratique fait que même si ça crée plein d'embrouilles, on laisse quand même aux citoyens le fait de pouvoir faire un minimum ce qu'ils veulent dans l'espace public. Surtout qu'aller faire la chasse à des personnes qui boivent un coup dehors, alors qu'on nous explique que mieux vaut qu'ils boivent un coup dehors plutôt qu'ils se confinent dans un 10 mètres carrés d'étudiants, je préfère encore la solution. Donc, s'habituer quand même à ce qu'on empiète vers des choses tellement précises et où je ne pense vraiment pas qu'il y ait des conséquences sanitaires incroyables là-dessus, je trouve que c'est un exemple particulièrement parlant. Moi, ça m'a fait bizarre de se dire qu'en République française, maintenant, je ne peux plus boire une bière. C'est pour éviter qu'on se postillonne, en fait. Je pense que c'est des mesures exceptionnelles parce que les circonstances sont exceptionnelles et c'est pour freiner la propagation du virus. Moi aussi, je ne suis pas favorable, je ne suis pas une grande adepte du confinement, je ne suis pas une grande adepte de la restriction de nos libertés, je ne suis pas une grande adepte de l'infantilisation qu'il y a pu avoir de nos concitoyens où on doit vous dire comment vous devez vous dire bonjour et ce genre de choses. Mais je crois que c'est exceptionnel et je crois que la Ve République est solide et qu'il y a des garde-fous. Donc éphémère, donc provisoire. C'est provisoire, c'est vraiment sur un temps qui est limité et lorsqu'il s'est agi de faire des lois un peu plus fortes pour lutter contre le terrorisme à l'époque, c'était aussi parce que les circonstances nous l'imposaient et que la menace a évolué et donc il fallait que l'arsenal juridique se mette aussi à jour et au niveau de cette menace. Les garde-fous de la République, c'est quand même les contre-pouvoirs. C'est pas rien quand le Sénat et les parlementaires disent qu'ils veulent amender la loi de prorogation et que le gouvernement leur dit niet. D'ailleurs, ils avaient réussi à faire passer des amendements parce qu'il n'y avait pas assez de monde à l'Assemblée nationale. Et il y avait le ministre de la Santé qui était monté au créneau pour dire que c'était scandaleux. Et finalement, ils avaient fait repasser le texte tel que l'avait pensé le gouvernement. Ils ont une majorité. Donc ça, c'est l'expression du peuple qui s'est exprimé, qui a voté pour des députés qui sont majoritairement La République En Marche. Donc ils ont une majorité. Et c'est ainsi. Il faudra voter autrement si les gens veulent que ce soit autrement lors des prochaines élections. Il n'y a même plus de débat parlementaire. Il y a le Conseil constitutionnel, il y a le Conseil d'État. Lorsque les décisions... Pardon ? Il y a le Sénat aussi. Il y a le Sénat aussi, et je pense qu'il y a des garde-fous qui sont quand même très solides. Ouais, alors je crois qu'il faut faire attention quand même avec c'est exceptionnel, donc on prend des mesures exceptionnelles. Parce que là, l'exceptionnel, ça fait un an quand même. Et ça commence... parce que le virus est toujours là. Et oui, je suis d'accord, mais sauf que ça commence à durer. Et qu'on ne sait pas, du coup, jusqu'où ça va s'arrêter. Et on l'a vu sur la question de la sécurité. L'état d'urgence, énormément de mesures ont été reprises, au final, dans le droit commun. Donc, le risque aussi, c'est de glisser gentiment vers une... sur la question de la sécurité, parce que la menace terroriste, elle est tellement importante. On a une menace qui est interne. La menace, et donc, elle est constante. Il fallait faire évoluer notre arsenal juridique. C'était une nécessité absolue pour la sécurité des Français. C'est beaucoup plus une question de moyens et donner beaucoup plus de capacité aussi à des personnes qui sont sur le terrain pour beaucoup plus repérer des comportements. C'est pas la même chose de restreindre des libertés et de l'autre côté donner des moyens aux gens qui sont là et pour surveiller et pour aussi faire attention que les déviances... Ceux qui sont surveillés sur les questions de terrorisme et de sécurité, c'est des gens qui sont quand même... Après, sur ce que disait Fatima Benomar, mais le fait de ne pas boire à plus de 6 sur la voie publique, c'est peut-être une restriction de liberté. Non, mais alors Alain... Mais elle est provisoire. Dès que le virus sera parti, qu'on sera tous vaccinés. Ce qui me dérange, c'est... Attendez que Rose finisse. Rose Améziane. Déjà, il y a un couvre-feu, donc on n'a pas vu des gens saoulés jusqu'à 3h du matin, ça c'est la première chose. Et puis, moi j'ai vu quand même des forces de l'ordre, des gendarmes qui sont restés bêtes devant des fêtes qui ont duré 3 jours ou 4 jours parce qu'on n'a pas été en capacité à un moment donné de les disperser. Puis de l'autre côté, on vient embêter 4, 5, 6 personnes qui prendraient un petit coup au parc avant 19h. Enfin, je trouve que quand même, ça prend des proportions qui sont dingues. Et encore une fois, on ne pense pas à ce que vivent les Français. Et si même la petite soupape qu'on peut avoir sur notre sortie dans les 10 km avant 19h, elle est restreinte, il y a une saturation. Ça fait beaucoup. Il y a une saturation de la part des Français qui n'en peuvent plus. Et donc, ça amène à ce type de comportement. Moi, ce que j'observe, par exemple, à Paris... moi, je pense que maintenant, à mon avis, il faut
Enfin, je vois à Paris des terrasses sont fermées, mais les gens prennent leur consommation à emporter et sont devant les terrasses de ces restaurants. Je trouve ça hypocrite, je trouve ça ridicule, contre-productif. Autant permettre aux commerçants et aux restaurateurs de pouvoir travailler. Il y a un moment... D'un côté, vous dites qu'il faut restreindre les libertés, puis de l'autre côté, ouvrir les terrasses. Absolument. Écoutez, je vous renvoie à une tribune que j'ai fait publier dans le JDD. Je suis très loin d'être de ceux qui veulent restreindre les libertés. Donc vous préférez, voilà, plutôt que de dire circuler assis, il vaut mieux rouvrir et avec les mesures sanitaires. Cette mesure, il faudra vivre avec. Pour moi, typiquement, cette mesure, elle a une portée purement symbolique. C'est elle est justement profondément infantilisante. C'est qu'on vous dit, puisqu'on vous fait pas confiance, on va vous couper ça. Vous allez plus pouvoir boire dans l'espace public, alors que je suis persuadée que les personnes qui boivent un coup dehors, c'est pas celles qui portent sur leurs épaules la responsabilité de la crise sanitaire. C'est typiquement un petit tacle sur le nez qu'on a comme ça en direct à 20h par Macron qui nous fait intérioriser l'idée qu'il peut à chaque fois nous sortir une petite pénition, comme quand on était au fond de la classe. Allez hop, aujourd'hui je vais vous couper l'alcool dans l'espace public. Et c'est comme ça qu'on s'habitue petit à petit à admettre ce genre d'utilisation. Je crois que malheureusement, l'exemple que vous prenez discrédite l'intégralité de votre raisonnement qui par ailleurs est justifié. Une chose est de prendre des mesures qui sont contextuelles liées à une situation sanitaire. Je vais pas déflorer un scoop si je vous dis que les rassemblements de personnes sont évités évidemment parce que ça fait des flux et moins il y a de flux mieux c'est. Bon voilà, c'est comme ça et dans un mois ou dans 2 mois on ne sera plus dans cet état-là. En revanche, il y a un vrai sujet mais qui est complètement étouffé par les mesures gadgets dont vous faites état aujourd'hui. C'est le fait que des mesures d'exception rentrent dans le droit global. Ça, c'est un vrai problème. Et quand on est un vigile de la liberté, eh bien on doit être en permanence en train de lancer des alertes. Mais il ne faut pas tomber inversement dans la théorie du complot. Il n'y a pas de complot. On n'est pas en train de nous voler les libertés. Mais il faut être là, ni de porter atteinte à la démocratie. Vigilant, parce que la liberté, c'est un combat de tous les instants. C'est un bien qui est extrêmement précieux. Quand il n'y a plus d'espace de débat démocratique, c'est là que les citoyens ont l'impression d'en être dépossédés et qu'ils versent dans les théories du complot, puisqu'ils sont devenus des citoyens passifs et que même leurs parlementaires ne peuvent plus les représenter pour la frange qui a voté pour... Vous avez défendu votre opinion, votre point de vue, Fatima Benomar. On va voir si vous avez convaincu la tablée du soir. Alors, petit à petit, les libertés publiques sont en danger, on s'en habitue. Moi, je crois qu'il faut savoir être vigilant, effectivement. Convaincu. Et que, oui, je suis plutôt convaincue, même si, effectivement, la question du petit coup avant 19h... du petit coup à boire. Du petit coup à boire, bien sûr, Alain. Fais attention à ce que tu penses. Surtout, je précise. mais l'avenir, c'est la prochaine intervention de mais bien évidemment, non mais quoique on a commencé à dire qu'il fallait pas être plus de 6 chez soi, donc bien sûr que... Convaincu, Rosa Méziane. De plus en plus, mais oui, convaincu. Lydia Guirous, oui. La question des libertés publiques est fondamentale et il faut toujours regarder ça avec énormément de vigilance et y toucher toujours avec la main qui tremble, mais je trouve que la démonstration a pris un exemple qui était de l'ordre de l'anecdotique et du coup a desservi la position. Rafik. Démonstration très scabreuse, mais quand je lis à l'écran Covid, les libertés publiques en danger, j'adhère au fond, donc je mets un verre. Convaincu ce soir par le propos de Fatima Benomar, notre tablée. On va continuer de parler dispositif législatif, de ce qui se passe dans les assemblées avec la loi contre le séparatisme. On a tendance à l'oublier, mais elle continue de passer de chambre en chambre. La loi contre le séparatisme et les sénateurs et les républicains ont adopté des amendements, donc au Sénat, interdisant le port ostensible de signes religieux par les accompagnateurs en sortie scolaire. Texto, colère des sénateurs communistes et socialistes pour qui ça va trop loin, on les écoute. Arrêtez les caricatures. Est-ce que, ici, dans cet hémicycle, l'une ou l'un d'entre nous veut favoriser l'islam radical en France? La réponse est bien entendu non. Est-ce que l'islam radical est un danger? Bien entendu. Bien entendu. Ceci étant, faut-il pour cela remettre en cause tous les principes sur lesquels sont fondées cette République dont vous vous prévalez? C'est-à-dire remettre en cause la liberté de religion, la liberté d'expression? Bien sûr que non. On prend des mesures générales qui auront des conséquences sur toutes et sur tous, alors qu'elles ne visent qu'une minorité. Et ça, c'est le contraire de la loi. Merci, chers collègues. Et pourtant, pour vous, Lydia Guirous, oui, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur.
il faut clairement interdire le port du foulard, du voile lors des sorties scolaires. Top chrono, 90 secondes. Alors, c'est une proposition que je porte depuis de plusieurs années. Une sortie scolaire, c'est l'école hors les murs. L'école de la République est laïque et ça exige une certaine neutralité pour tous ceux qui sont, durant ce temps scolaire, viennent encadrer les enfants. Le voile aujourd'hui, ce n'est plus le voile folklorique qu'on a pu connaître. Le voile, c'est devenu un outil de promotion de l'islam politique. C'est devenu un outil politique. C'est un panneau publicitaire de l'islamisme politique qui avance et qui gagne du terrain dans notre pays. Et c'est un outil et c'est un vêtement qui est absolument prosélyte. Il renvoie auprès des jeunes cette idée que finalement la femme serait inférieure aux hommes durant ce temps scolaire où on confie nos enfants quand même à cette institution qui est censée être laïque. Et je trouve que c'est contraire à toutes les valeurs d'égalité homme-femme que nous défendons. Je pense que l'école n'a pas à s'adapter aux revendications de certaines minorités, mais c'est aux minorités de s'adapter à l'école. Et le voile des femmes accompagnatrices lors des sorties scolaires n'a pas sa place durant le temps scolaire où nous sommes là pour apprendre, pour permettre à nos enfants de devenir des citoyens libres et éclairés. Et je ne veux absolument pas qu'on me fasse une comparaison avec la petite médaille de baptême qui mesure 1 cm. Pour que ce soit comparable à un voile ou un gilbeb, il faudrait que ça fasse 1,50 m ou une kippa. Il faudrait que ça fasse la taille d'un parasol pour que ce soit comparable au voile de ses mères. Et j'encourage Jean-Michel Blanquer à mobiliser ses députés pour faire de cet amendement qui a été voté au Sénat également un amendement qui sera voté à l'Assemblée nationale. Il sera en cohérence avec ses convictions. Place au débat. Rosa Méziane. Écoutez, je suis assez stupéfaite de tout ce que je viens d'entendre, déjà parce que le Conseil d'État avait déjà statué sur cette question. Non, les mères accompagnatrices qui porteraient un foulard n'ont pas de rôle pédagogique. Ce n'est pas, si je peux vous répondre, ce n'est pas l'école hors l'école, ce n'est pas, l'école hors les murs. Elles ont un rôle exclusivement logistique, ces mères accompagnatrices. Et d'ailleurs, on les a qualifiées de collaboratrices ponctuelles. Et si elles doivent être soumises à un devoir de neutralité, comme le sont les personnes de la fonction publique, elles doivent dans ces cas-là avoir un contrat de travail et éventuellement être rémunérées pour, ce qui n'est pas le cas. Et puis surtout, c'est totalement contraire à tout notre arsenal constitutionnel, que ce soit dans notre Constitution. Alors, il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est le temps scolaire. On a la Constitution de 1958. Il faut respecter l'ensemble mais madame, la neutralité, elle s'applique à l'État. Elle s'applique aux fonctionnaires. C'est un temps scolaire. Elle ne s'applique pas aux citoyens. Elles sont des collaboratrices occasionnelles du service public. Et donc, à ce titre, elles doivent respecter une certaine neutralité. Elles doivent être, pour envoyer ce message aussi d'humilité et de respect de la République à leurs enfants, peut-être devraient-elles faire un geste d'adaptation aux exigences des valeurs de la République et enlever ce foulard pour accompagner ces enfants pendant quelques heures. C'est un homme de droite. C'est le général de Gaulle qui a institué la Constitution de 58, qui explique que la Constitution, donc dans l'article 1, elle assure l'égalité devant la loi de tout citoyen sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte, c'est le mot que vous venez d'utiliser, toutes les croyances. Et le respect, c'est justement de permettre à ces femmes qui sont citoyennes... le temps scolaire. Il y a une distinction, pas pendant le temps scolaire. Je vais citer Emmanuel Macron en 2018. Emmanuel Macron en 2018 a dit si elles sont en responsabilité pour l'école. Donc quand on encadre des enfants, elles sont en responsabilité pour l'école, elles ne peuvent pas porter le foulard. Ça c'est Emmanuel Macron en 2018. Et je vous citerai Jean Zay, qui est quand même une personne éminemment importante. Le Conseil d'État, c'est des rigolos. Il a dit l'école doit rester l'asile inviolable. Un asile inviolable des querelles des hommes. Et la religion n'a pas sa place. Le prosélytisme Fatima Benomar pour répondre à Lydia Guirous. Déjà un petit coucou à mes deux tatas qui portent un voile et qui ne se voient pas du tout comme des promotrices de l'islam radical. Loin de là, je pense que la très grande majorité des femmes qui portent un voile ne se voient pas comme une publicité prosélyte. La deuxième chose, c'est que je trouve ça extrêmement hypocrite. De mon expérience, ce sont les écoles en général qui, en manque de personnel, demandent aux mamans si elles veulent bien prendre de leur temps bénévolement. Effectivement, elles ne sont pas fonctionnaires pour avoir ces tâches. Et en plus, il y a plein d'enfants qui, par exemple, ont des nounous qui portent des voiles et on ne voit pas. Au contraire, les nounous, c'est la responsabilité des parents. Et à ne pas avoir une vision totalitaire. Attendez que Fatima Benomar finisse, s'il vous plaît. On n'a pas une vision, totalitaire. Moi, par exemple, il y a plein de gens qui peuvent me déranger dans l'espace public. Mais je ne vais pas à chaque fois arrêter des personnes en disant la manière dont vous vous habillez. Du temps scolaire, de l'encadrement d'autres enfants qui n'ont pas du tout que les enfants
enfants, absolument parce pas qu'ils sont encadrés cette par une conviction. femme. Peut-être pas en même Ils temps. vont être influencés par Pas en même temps. Alors, les parents qui confient leurs enfants à l'école de la République ont peut-être envie que ces enfants soient préservés du prosélytisme, soient préservés d'une certaine vision de l'égalité homme-femme. Parce que derrière le foulard, et moi je pense à toutes ces femmes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui parfois au prix de leur vie se sont opposées au foulard. Elle ne réclame pas l'interdiction du voile chez elle. Elle réclame qu'on leur impose pas le voile. Ces parents ont le droit d'être respectés. Et je pense que ces femmes, dans un processus d'intégration, parce qu'on ne va pas leur demander l'assimilation, ça serait trop, peut-être ferait-elle un geste envers la République pour également montrer à leurs enfants pour montrer à leurs enfants que c'est aux minorités de s'adapter à la République et pas l'inverse. Il nous manque une prise de parole avant de continuer de discuter. C'est pas une minorité qui s'adapte. Un état de droit, c'est l'égalité. Rafik Smati. Contre la dictature des minorités. Rafik Smati. C'est un débat qui est extrêmement sérieux, qui nécessite un petit peu de complexité, que j'entends assez peu, hélas, sur ce plateau. Je partage la vision républicaine que porte Lydia Guirous, notamment dans ses livres. Mais je m'interroge sur l'opportunité de cette loi maintenant. Est-ce qu'on a vraiment, dans l'état dans lequel est notre pays aujourd'hui, et je rappelle entre parenthèses qu'il n'y a pas de sortie scolaire en ce moment, donc dans l'état dans lequel est notre pays, dans l'état de fracture sociale, sociétale, de désarroi économique, est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est judicieux de mettre ça sur la table aujourd'hui? Sur le voile, il y a quelques années, je pensais comme vous, Lydia Guirous, mais j'ai compris une chose, c'est qu'aucune loi ne pouvait venir s'interposer au voile. La meilleure façon, si vous voulez que... plus loin, c'est que la loi protège les femmes qui portent si vous considérez que le voile est une mauvaise chose, et ça peut se défendre, eh bien il faut se battre pour que les femmes aient envie de l'enlever. Quand vous allez dans certains pays du Moyen-Orient, où il y a un souffle de liberté, ce sont les femmes qui enlèvent leur voile. Et donc, nous devons nous battre de toutes nos forces pour qu'il y ait en France un véritable courant de liberté, un vrai récit national qui embarque tout le monde, y compris les femmes voilées. J'aimerais répondre. Si je peux me permettre que cette fois-ci, vous ne me coupiez pas, juste et après, on vous entendra. Les mouvements de libération des femmes, que ce soit des Iraniennes, etc., elles ne demandent absolument pas qu'en Iran, on interdise à toute femme, si elle le souhaite, de porter un voile. En général, elles se mobilisent contre le fait que le voile soit imposé. Et vous voulez imposer l'inverse. Moi, je suis attendez. S'il vous plaît, Fatima Benomar a 2 points à développer. Et l'équilibre, justement, c'est de pouvoir à la fois garantir la neutralité de l'État et à la fois protéger les libertés religieuses. Que vous le vouliez ou non, moi je suis les libertés religieuses sont totalement mais que vous le vouliez ou non, il y a des gens qui sont croyants et il y a des gens qui doivent pouvoir exercer leur liberté religieuse et on n'a pas à faire la police de leurs mœurs. Lydia Guirous. Je vais revenir, je vais répondre d'abord à Rafik Smati. Sur la question du timing, c'est toujours le bon moment pour lutter contre l'avancée de l'islam politique. Donc qu'on ne prenne pas la situation actuelle comme prétexte pour ne pas faire avancer la lutte contre l'islam politique. Et ce symbole, je pense à la concorde populaire. Et vous savez, je pense qu'en faisant ce genre de choses, on fait reculer les extrêmes et on fait reculer l'islamisme politique. Et c'est une très bonne chose pour la cohésion nationale de notre pays. Et on donne des chances à ceux qui viennent. La loi de 2004, elle a permis de faire reculer le voile qui voulait entrer au sein des établissements scolaires. On nous a fait un chantage victimaire en disant « Oh, mais finalement, vous allez interdire l'instruction à ces jeunes filles ». Non, elles sont venues à l'école, elles ont retiré leur voile. En Tunisie, Bourguiba, lorsqu'il a fait retirer le voile à des femmes, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont dit merci et elles l'ont retiré. Parce que je ne connais aucune femme qui trouve ça formidable de vivre avec un foulard sur la tête du matin au soir. Et l'espace public, il faut distinguer 2 choses. L'espace public, vous faites ce que vous voulez dans l'espace public. Le temps scolaire, l'école doit être un asile. C'est le temps scolaire. La preuve avec la boîte de Pandore que vous ouvrez, c'est que maintenant il y a Éric Ciotti qui veut carrément leur empêcher sur un brancard d'entrer à l'hôpital public. Vous savez quoi, je pense vous n'arrêtez pas de vouloir grignoter. Il faut le faire à l'université. Il faut se battre farouchement contre l'islam politique. Vous voulez vraiment remettre en cause les libertés individuelles. Alors, s'il vous plaît. Si on vous donne ça, vous allez prendre ça. Alors attendez, Rosa Méziane qui n'a pas repris la parole. Je crois qu'il y a une idée dangereuse quand même qu'on est en train d'entendre sur ce plateau, c'est qu'on explique que ces femmes sont soumises. Lydia Guirous, vous avez expliqué que ces femmes-là devraient respecter la République. Mais vous pensez que Latifa Ibziaten qui porte un voile... Mais Latifa Ibziaten, c'est pas un prétexte. Ça vous empêche pas juste qu'on puisse développer... Alors attendez, Lydia, s'il vous plaît, voilà. Parce qu'après... l'instrumentalisation de Latifa Ibziaten. S'il vous plaît, Lydia Guirous. Il y a autant de raisons de porter le voile. Vous estimez, et c'est votre avis, Lydia Guirous, que le voile, c'est un instrument politique. Très bien. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous le portez pas. Moi,
quand j'écoute les femmes qui le portent, et je crois qu'elles sont suffisamment conscientes et adultes, on va peut-être arrêter de les infantiliser, elles expliquent que ce sont pour elles un enjeu spirituel, une façon de se soumettre à leur Dieu. Certaines sont célibataires, d'autres n'ont pas de mari. Non, mais elles le portent parce qu'elles le souhaitent. D'accord. Donc expliquer que c'est forcément, on doit forcément quasiment les inciter à se saisir de la liberté et à les dévoiler. Moi, ça me rappelle quand même des heures sombres des colonies qui voulaient dévoiler, les femmes. C'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, elles sont suffisamment adultes pour savoir ce qu'elles font, et la liberté de conscience et la liberté de culte, c'est permettre à chacune de vivre leur culte comme elles le souhaitent. La discussion était animée. Le point de vue de Lydia Guirous, suite à ce qui s'est passé au Sénat, était affirmé. Nous allons voir ce que vous en avez pensé. Rafik Smati, convaincu par Lydia Guirous, pas de voix lors des sorties scolaires. Regardez ce qui s'est passé sur ce plateau. Un clivage, deux camps, deux antagonismes qui s'opposent. C'est ce qui est en train de devenir la France aujourd'hui. C'est ce qu'elle est déjà. Et c'est absolument. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est une. Pardonnez-moi, je vais dire un gros mot, c'est une grosse connerie. Mais pas convaincu. Si, parce que je vais voter pour Lydia. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le combat pour la laïcité est un combat de fond. Donc je peux être contre cette idée précise. C'était pas la question. Cette idée, mais non. Alors vous essayez. Vous biaisez. Rafik Smati, vous biaisez. Le raisonnement est important. Vous biaisez. Non, c'est Lydia a soutenu pendant 90 secondes qu'il fallait interdire le voile lors des sorties scolaires. C'est ce qu'elle a dit parce que le temps scolaire. Alors, c'est ça. C'est ça. Je suis désolé. Pas convaincu. Mais son raisonnement est bon. Pas convaincu. C'était l'affirmation. Il commence à prendre un billet. C'est un homme d'affaires. Il s'est négocié. Non. Fatima Bennomar. Non, d'autant que la laïcité, ce n'est pas ça, puisque justement, on veut modifier la loi pour avoir ça, et c'est pas ici qu'on va psychanalyser les femmes qui portent un voile, ni faire un débat sur qu'est-ce qui relève de l'aliénation ou du libre arbitre. Donc, laisser chaque personne, en son âme en conscience, construire son propre chemin d'émancipation. Rosa Méziane. Alors, c'est un non, parce que Lydia Guirous, vous trahissez Ferdinand Buisson, vous trahissez tous ceux qui se sont battus pour la laïcité. La laïcité, ce n'est pas ça. La liberté de culte, la liberté de conscience, ce n'est pas interdire les espaces de liberté et le fait que les femmes ne pratiquent pas leur culte comme elles le souhaitent. Alors, si vous avez apprécié ou pas ce qu'a dit Lydia Guirous, elle l'a écrit, elle l'a développé aussi dans un livre qu'on trouve toujours, conseille de le lire, Lydia Guirous, Assimilation, en finir avec ce tabou français aux éditions de l'Observatoire. Où il y a plus de subtilité que dans les 90 secondes d'ailleurs. On va parler maintenant avec Rafik Smati de son point de vue. Le président de la République a fixé un horizon aux Français. Mi-mai. Mi-mai, on pourra envisager une rouverture des terrasses et d'autres établissements. Rien que ça fait du bien de le réentendre. Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays, à retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces, à retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant. Nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants. Rafik Smati va plus loin. Parce que selon lui, au moment où on rouvrira, il faudra saisir cette chance de dynamisme économique. Le Covid pour ça, pour être une chance. Rafik Smati, 90 secondes chrono, c'est parti. Alors évidemment, je suis conscient du tragique de la période que nous traversons. Toutes ces victimes du Covid, tous les jeunes qui sont en déshérence, tout comme les patrons. Mais pour autant, au risque de vous surprendre, j'affirme que nous avons des raisons d'être optimistes sur l'après-Covid. Je suis même enclin à penser, et je suis très minoritaire, que nous sommes peut-être à l'aube d'un nouvel âge d'or, d'une nouvelle 30 glorieuse, et que peut-être que le Covid est en train d'accélérer ce processus. Je vais vous donner quelques exemples concrets. La digitalisation du monde s'accélère à une vitesse vertigineuse, que ce soit pour les particuliers, les entreprises, les commerçants, si bien d'ailleurs que nous sommes en rupture de microprocesseurs. Du côté des entreprises, beaucoup d'entre elles sont en train de relocaliser leur production, notamment pour des raisons de souveraineté. C'est le retour des circuits courts.
Tout ça, ça va créer des emplois. La révolution biomédicale est fantastique. Regardez le miracle du vaccin ARN messager. Cette crise a aussi été fantastique et a propulsé la France dans la transition énergétique. Il y a eu un éveil écologique, il y a eu un éveil des consciences qui est fantastique. Des citadins décident de s'installer à la campagne. C'est peut-être la fin de la désertification de nos campagnes. Et des exemples de cette nature, je peux vous en citer plein. Mais pour que nous puissions embrasser de nouvelles 30 glorieuses, eh bien, il va falloir 2 conditions. La première, c'est que nous réussissions la campagne de vaccination, et c'est pas gagné. Et la deuxième, c'est que nous réalisions un certain nombre de réformes structurelles fondamentales, sans quoi la France passera à côté de ces 30 glorieuses. Le Covid, une chance économique, Fatima Benomar. Déjà, comme je suis laïque, je ne crois pas au miracle. Je pense que si on a trouvé un vaccin, c'est parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans la recherche. Mais là où je pense qu'effectivement qu'il y aura des opportunités, c'est plutôt par rapport à la lecture politique des événements. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant donné d'importance à l'analyse écologique, puisqu'il y a eu un vrai travail pour voir comment cette crise sanitaire s'est déclenchée et par quel mécanisme. Et puis, on va pouvoir enfin sanctuariser le secteur de la santé, qui est celui où je travaille, et ça m'aiderait beaucoup. Avant la crise sanitaire, on parlait d'un pognon de dingue qui était dépensé, et après, M. Macron a commencé à parler du monde d'après. Donc peut-être que toutes les premières lignes que je défends particulièrement, parce que c'est des métiers extrêmement féminisés, dans les secteurs du nettoyage, du soin, du médico-social, vont enfin pouvoir bénéficier de vrais statuts, de moyens, d'un service public où elles pourront être embauchées pour avoir des bonnes conditions de travail et ne pas être dans des contrats absolument précaires et détestables comme elles le sont aujourd'hui. Juste que le problème des moyens, c'est, pardon, mais une assurance maladie, un budget santé à 300 milliards, le problème, c'est pas un problème de moyens, c'est de comment on les a dépensés. C'est l'allocation des ressources. Et ce qu'a révélé cette crise aussi, c'est l'état de notre monstre technocratique. Et on a pris conscience, et ça c'est l'un des atouts de cette crise, que finalement cet état mirobolant qui coûte une fortune, qui endette les générations futures, n'est pas capable d'assurer les services publics en face, et notamment en matière de santé. Attends, toutes les politiques sarkozystes de restructuration de l'hôpital public, ça a fermé des centaines d'hôpitaux de proximité. Ça a mis vraiment en danger l'accès à la santé dans plein de territoires. Lydia Guirous. Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses, que cette façon assez optimiste qu'a Rafik Smati de nous présenter l'après-Covid. Je pense que ne serait-ce que pour des raisons psychologiques, pour les Français qui sont dans un état de dépression et de déprime important, c'est bien de dire que l'après-Covid sera une chance. Mais en plus de ça, je pense qu'effectivement, il faut saisir l'opportunité qu'offre cette situation pour remettre en question certaines organisations trop technocratiques, trop bureaucratiques, des dépenses qui ne sont pas forcément pertinentes sur certains secteurs pour les concentrer sur d'autres secteurs et faire une évolution peut-être écologique, même si je ne crois pas à le tout écologie et la mode de ceux qui s'installent à la campagne. Oui, mais dire que derrière, il faudra profiter du dynamisme économique et puis on prévoit des croissances à 5, 6, peut-être 7, 8% au moment où les machines économiques redémarreront, c'est bien. Mais il faudra que tout le monde puisse redémarrer en même temps. Et c'est-à-dire que ce ne soit pas de nouveau les plus costauds qui partent en premier et qui profitent du dynamisme économique en laissant les premiers de corvée rester les premiers de corvée. Parce que là, je me demande si, comme disait Fatima Benomar, on n'est pas en train de rêver avec un mirage. Vous êtes homme d'affaires, vous avez très bien réussi et vous êtes en pole position, Rafik Smati. Non, mais parce que je veux dire, vous avez une analyse déjà des opportunités que certains qui sont en train de galérer n'ont pas forcément pour les 5, 10 ou 15 prochaines années. Et c'est pas une critique que j'aimais. Un sujet tel que celui-ci, il vaut mieux être en mode winner, en mode conquérant, qu'en mode loser. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on crée les conditions d'une prospérité durable, souvenez-vous des 30 glorieuses, quand on crée les conditions d'une prospérité durable, eh bien, cette prospérité, elle se traduit comment? Elle se traduit par du plein emploi. Et le plein emploi, ça se traduit par une hausse des salaires. Donc, il est évident que si nous repartons vers... Quel était le taux de chômage pendant les 30 glorieuses? Il était proche de 0. Donc, si nous adaptons est-ce qu'il y avait l'ubérisation? Est-ce qu'il y avait les attaques contre le code du travail, etc. Relocalisation massive. Travailler avec quelles conditions, avec quel salaire et quelle sécurité du travail? Rosa Méziane, c'est parti pour les années folles de nouveau après le Covid. Ouais, je crois pas que ce soit les années folles. Je même 30 glorieuses, parce que les années folles... pardon, 30 glorieuses, oui. Moi, je partage l'optimisme et l'envie, effectivement, que l'après-Covid soit une véritable opportunité. Moi, je travaille avec Pôle emploi, donc j'accompagne des créateurs d'entreprises. Et aujourd'hui, énormément de personnes, effectivement, se saisissent de reconversion ou se positionnent sur le marché du travail de manière différente.
Mais pour autant, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie le raz-de-marée qu'on est en train d'attendre. Nous, on s'y prépare, par exemple, à toutes les défaillances qu'on va avoir après le Covid. Parce qu'aujourd'hui, on subventionne le travail. Et toutes les sociétés qui, théoriquement, devraient mourir aujourd'hui et laisser sur le carreau un certain nombre de salariés, on ne les voit pas. Et je crois que ça passera forcément par un temps où on aura à gérer énormément de demandeurs d'emploi. Alors, je ne dis pas que derrière, il n'y aura pas d'opportunités. Je pense qu'il y en aura véritablement. Je ne suis pas sûre que tout le monde arrive à sortir son épingle du jeu. Donc on a un gros travail à faire. Vous parlez de réformes structurelles, alors il faudrait qu'on puisse en débattre réellement. Quelles réformes structurelles? Moi je crois surtout que ce que nous a appris les Gilets jaunes avant et en tout cas la crise du Covid, c'est que les Français sont attachés à une France sociale. Et qu'aujourd'hui on s'est rendu compte à quel point nos services publics étaient essentiels. Que ce soit le chômage, parce qu'aujourd'hui sans chômage partiel, je pense que les gens manifesteraient aujourd'hui parce qu'ils n'auraient plus rien à manger. Si on n'avait pas un hôpital qui tient à peu près la route, même si c'est très compliqué, on se rend compte à quel point aujourd'hui c'est essentiel. Rappelons-nous qu'on avait quand même des soignants avant la crise du Covid qui jetaient des pavés sur des policiers tellement ils n'étaient pas contents de leur salaire. Donc je crois que si on nous a appris quelque chose de cette dernière année ou de ces dernières années, c'est qu'il est essentiel Donc il faudra d'abord penser au service public, c'est ce que vous dites. Oui, je crois que les Français là sont pas prêts à des réformes structurelles, mais peut-être plus qu'on refasse un petit peu la question du grand débat. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? En revanche, ce que vous dites là, c'est juste pas possible. Parce que nous avons les services... C'est votre avis, vous avez le droit. Et je suis là pour le défendre. Nous avons en France les services publics les plus pléthoriques d'Europe, que ce soit dans tous les domaines. Le problème de notre pays, c'est la gestion de votre argent, de notre argent, de nos impôts et de celui des générations futures. C'est l'efficacité de la dépense publique. Moi, je vais vous dire, si on s'endettait et si on avait des budgets en déficit, mais qu'on avait des services publics dernier cri, des hôpitaux ultramodernes et beaucoup plus de police et de gendarmes, quel type de réforme structurelle? Et je veux juste vous répondre sur un point qui est essentiel. La réforme structurelle, c'est pas moins de droits. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc moi, je suis d'accord. Non, mais c'est même plus de droits. Non, mais c'est même plus de droits parce que si on a un État qui est... C'est pour ça que ça dépend comment les gens l'entendent. Non, mais si on a un État qui est plus efficient, ça profitera à tout le monde. La casse sociale, elle est maintenant. La casse sociale, c'est le modèle qui produit 10 millions de pauvres. C'est pas un ce que vous dites, il faut réformer, alléger l'État, c'est ce que vous dites. Non, mais il faut le rendre plus efficace. Mais personne... Si on veut profiter de ce dynamisme, il faut assouplir la structure étatique. Non, mais regardez ce qui s'est passé ces derniers mois, nom de Dieu. Que ça soit les vaccins, que ça soit où on a échoué dans toutes les étapes, alors qu'on a soi-disant le modèle social que le monde nous envie. Donc oui, il va falloir s'occuper de ça. Fatima Benomar. Quand vous parlez de difficulté à gérer l'impôt, je pense que quand même il y a une meilleure gestion de l'argent que ce qu'on a vu par exemple en pleine crise sanitaire avec la grande distribution qui a fait pour le coup des marges de bénéfices énormes et qui a beaucoup plus redistribué envers les actionnaires que par rapport aux salaires des caissières, des vendeuses, etc. Mais c'est faux. Non, mais ça c'est la réalité. Ça a été absolument rapporté. Comment ça? Sur un produit que vous achetez 100 euros, sur un produit que vous achetez 100 euros dans le commerce, vous avez 20 euros qui vont dans la poche des salariés, 3 euros qui vont dans la poche des actionnaires. Donc arrêtez d'imaginer que ce sont les actionnaires qui s'en mettent plein les poches et qui écrasent. Alors c'est fini. De la crise sanitaire qui a eu le plus de dividendes. Et nous avons besoin d'actionnaires pour mettre de l'argent dans nos entreprises. Messieurs, dames, Rafik Smati. Je ne vais pas attaquer les salariés, mais madame, attaquer les actionnaires. Rafik Smati voit dans l'après-Covid une chance de dynamisme économique inédite qu'il faut saisir. On va voir ce que vous en avez pensé. Même sorte de 30 glorieuses. Fatima Benomar, convaincue ou pas? Comme c'est pas pour les mêmes raisons, je suis obligée de mettre une fin de non-recevoir. Mais oui, il y aura des opportunités si on se mobilise, comme on a eu le Ségur de la santé, etc., pour acquérir encore plus de droits sociaux. Et pas convaincu par le raisonnement de Rafik Smati, Fatima Benomar. Rosa Méziane. Je suis plus nuancée parce que je crois qu'on va passer quand même par une véritable crise plus dure, notamment une augmentation des chômeurs. Mais comme je suis particulièrement optimiste et je crois qu'on peut saisir des opportunités, je vais mettre un oui. Ah, quand même, convaincu, Rosa Méziane. Et Lydia Guirous? Oui, je pense que l'économie répond à des cycles, qu'on va avoir une période très difficile, mais qu'on se relèvera et qu'il y aura des opportunités très importantes. Il faudra être présent pour les saisir. Il ne faut pas que la France soit encore une fois à la traîne. Donc je suis convaincue. 2 verres donc pour Rafik Smati. Et puis on va terminer avec vous, Rosa Méziane, et on va parler racisme. Avec cette question, qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans? Et si on prend les 25 ans, le quart de siècle, ce n'est pas au hasard. Il suffit de regarder ce qu'ont fait nos confrères de l'émission Quotidien. Ils ont exhumé des extraits de pyramides dans les années 95, Patrice Laffont, Laurent Broumed, Marie-Ange Nardi, et on y entend blagues sexistes et même racistes avec l'hôtesse du show,
Pépita. Mais à l'époque, personne n'était choqué. Et ils ont compilé comme ça plusieurs émissions et les bras nous en sont tombés 25 ans après. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça ne fait plus rire. Loin de là, ça choque beaucoup. Les choses ont-elles vraiment changé ? 25 ans après, pas si sûr. Rosa Méziane, 90 secondes, top chrono. Alors en lisant les commentaires scandalisés sur les réseaux sociaux, j'ai vu que de nombreuses personnes nous expliquaient que c'était une autre époque, les années 90, et d'ailleurs même certains se félicitaient que ça ait même changé. Alors moi je trouve que c'est un peu fou cette faculté qu'on peut avoir en fait de dire que tout a évolué et que ça va même dans le bon sens. C'est un peu fou de croire que aujourd'hui les sketchs de Michel Leb qui mime une personne noire sous les traits d'un singe, ou encore cette célèbre chanson La Zoubida sur son scooter volé de la gaffe ne serait plus possible aujourd'hui. Parce que moi quand je vois aujourd'hui l'état des sketchs, par exemple le sketch immonde et caricatural que nous a donné Kev Adams et Gad Elmaleh sur les Chinois, ou encore Norman, le célèbre youtubeur qui explique que ce n'est pas crédible une jeune actrice noire pour jouer un James Bond, puisque My Name is Bond, Fatoumata Bond, c'est pas crédible. Qu'on ait une ministre de la République, Christine Taubira, qui est traitée de guenon par une enfant de 10 ans et à qui on tend une banane. Quand j'entends par exemple cette auditrice de Sud Radio qui nous explique que Rokhaya Diallo devrait être reconnaissante à la France puisque si elle ne l'est pas, elle serait actuellement en Afrique probablement avec 30 kilos, 15 gosses en train de piler le mille par terre avec son mari qui lui donnerait son tour entre 4 femmes, sans que ça choque le plateau et sans même qu'il y ait de réaction. Et quand je vois que Zemmour est crédité de quasiment 17% s'il se présentait à la présidentielle alors qu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale, je me dis que les choses n'ont pas beaucoup changé, que l'époque, oui, mais pas les comportements. Lydia Guirousse, rien n'a changé en 25 ans ? Mais évidemment que ça a changé en 25 ans. Évidemment que les images qu'on a pu voir de Pépita et le comportement des personnes qui étaient sur le plateau sont scandaleuses, abjectes. Mais est-ce que vous en voyez aujourd'hui sur des plateaux télé de tels comportements ? Est-ce que vous en voyez sur les plateaux télé de tels propos ? Je vous en ai juste donné quelques-uns. Non, moi je n'en vois pas. Je pense que le racisme existe. Je pense que le racisme existe, mais je ne pense pas que la France soit un pays raciste et non pas le pays raciste que vous êtes en train de décrire. Je pense qu'en 25 ans, il y a eu une très grande évolution. Je pense que ça ne passerait absolument pas, que ça scandaliserait tout le monde, que toutes les personnes seraient dans la condamnation absolue de ces propos. Et ceux qui ne le feraient pas, vous savez quoi, ça serait les derniers des cons. Et l'unanimité a été faite, notamment dans la classe politique, pour ce qui a les propos qui étaient répugnants à l'encontre de Christiane Taubira, pour qui j'ai le plus grand respect. Je pense qu'il faut arrêter avec ces discours qui veulent présenter une France comme un pays qui serait contre les femmes, totalement misogyne, ou alors totalement raciste. Quand je parle de la France, je parle de la société française. La France est faite de citoyens français, donc je parle d'eux et je ne crois pas que la France soit raciste et je ne crois pas que nous ne sommes encore dans cette époque-là. Fatima Benomar. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a encore 3 ans, sur le plateau de TPMP, il y avait une agression sexuelle en direct qui a amusé tout le monde sur le plateau. C'était quoi, donc c'était de cette femme qui a dit 2 fois non à monsieur Jean-Michel Maire pour qu'il ne l'embrasse pas et qui finit par l'embrasser sur une partie intime, sa poitrine. Et quand ça a fait un peu scandale, le lendemain, on la réinvite en plateau en lui disant mais de quoi tu te plains ? Là on est sur le racisme, le propos de Rosa Méziane. Là je parlais du sexisme, mais par ailleurs je pense que c'était parce que c'était une femme qui était racisée. Même chose quand c'était il y a à peine quelques mois que Nicolas Sarkozy commence à parler de singe et puis à un moment il rigole, toujours chez Quotidien, et qu'il dit ah oui, je sais pas si on peut encore dire singe puisqu'on peut pas dire nègre. Alors je sais pas quelle connexion Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy. Attendez, Fatima Benomar finisse son raisonnement, après vous répondez, Lydia Guirousse. Un épisode raciste puisque la question des nègres n'avait rien à voir à la choucroute. Il a dit le mot singe et il s'est dit peut-être que j'ai plus le droit de dire le mot singe puisqu'on ne peut plus le droit de dire le mot nègre. Je suis absolument. Donc le racisme est bel et bien encore ancré dans les esprits, ce que vous voulez dire. Elle vient de dire que Nicolas Sarkozy est raciste. Je rappelle juste au passage que c'est Nicolas Sarkozy qui a fait de la première femme d'origine maghrébine une garde des Sceaux et une femme qui était d'origine sénégalaise, une ministre des droits de l'homme. Alors c'est quoi la connexion entre singe et nègre ?
qu'est-ce qu'il voulait dénoncer, Nicolas Sarkozy? Il voulait dénoncer cette dérive qu'il y a dans la société de dire qu'on ne peut plus dire certains mots. Et c'était le titre du livre d'Agatha Christie, je ne sais plus quel était. Petit Nègre. Voilà. Et donc, on doit retirer certains mots parce que ça ne plaît plus à certaines personnes. C'est quoi et ça la vient des relation avec les États-Unis. singes? Et c'est absolument ridicule. C'est comme cette polémique où une traductrice blanche ne peut pas traduire une poétesse noire parce que ça ne convient comment pas. vous pouvez comparer ces deux événements? Ça n'a rien à voir. Et on est en fait dans une société où on est en train de remettre du racialisme partout. On est en train de séparer les personnes. Je vais poser une question. Il parlait des singes et il a dit j'espère que je vais avoir le droit de dire singe. À Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a racialisé. À mon avis, dans la classe politique, celui qui a fait le plus avancer. Alors, revenons quand même au point de départ. Et on doit lui en être reconnaissant. De la discussion de Rosa Méziane. Je ne crois pas que Nicolas Sarkozy et ensuite, on soit écoutera raciste, mais en tout cas, l'amalgame qu'il a pu faire entre singe et nègre était particulièrement douteux. Absolument pas. Alors, je crois que lui-même en a parlé. Mais je reviens juste sur vos propos. Vous êtes en train d'expliquer qu'on ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire et vous estimez aujourd'hui que votre liberté est limitée? Qu'est-ce qu'on n'entend pas suffisamment? Avec ces mouvements de cancel culture... Vous, Madame Guirous, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Oui, j'aimerais bien savoir. Avec ces mouvements qu'on appelle cancel culture, woke et toutes ces bêtises venues des États-Unis, aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Je suis en train de vous répondre, madame. Si vous voulez me faire un procès en racisme, vous savez, vous avez très mal... Alors, attendez, je voudrais qu'on écoute Rafik. Les personnes ne peuvent pas, par exemple, comme je vous ai donné l'exemple, traduire une poétesse noire si vous êtes blanche. Vous ne pouvez pas être une actrice juive et jouer le rôle d'un personnage historique qui était catholique ou de je ne sais quelle religion. On est en train de remettre de la religion partout, on est en train de remettre du la racisme. race partout. Voilà. Et moi je ne veux croire que le racisme n'existe pas. Le racisme, alors, reprenez les propos que je vous ai dit à la société. Alors, attendez. Rafik Smati, s'il vous plaît. Je vais écouter. Alors, 25 ans après, finalement, on a encore les mêmes vieux réflexes ancrés, vieux fonds de racisme. Écoutez, j'ai vu cette vidéo, j'ai évidemment été sidéré et j'ai été surpris de ne pas avoir réagi à l'époque. En même temps, je devais avoir 15 ans, mais franchement, je trouve ça hallucinant et c'est indéfendable. Et 25 ans après, ça n'a pas changé, avec les exemples de Rosa Méziane. Mais en revanche, je pense que tout a changé en 25 ans. Vous avez vu le sketch de Kev Adams? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, je vous invite à le regarder. Je vous invite à regarder. Ils ont des tenues ridicules. Non, mais je vais vous dire, ils ont des tenues ridicules. Ils ont un accent caricatural. Ils ont les yeux grands ouverts pour mimer les yeux bridés. Donc, je crois qu'on est très proche. Alors, attendez, Rafik Smati avait la parole, s'il vous plaît, parce que ça va être fini. Attendez, Rafik Smati. Rafik Smati. Tout a changé. Ces propos aujourd'hui ne pourraient pas intervenir. Maintenant, c'était il y a 2 ans. Maintenant, il y a une différence fondamentale entre des actes racistes, des propos racistes, et il y en a. Et il y a des racistes en France, il faut le dire. Il y a des racistes en France. Mais amener le sujet sous cet angle-là, sous-entendu, en 25 ans, rien n'a changé, ça peut laisser passer l'idée que la France, aujourd'hui, n'a pas réglé ses vieux démons et que nous sommes encore un pays raciste. Or, je soutiens de toutes mes forces que la France n'est pas un pays raciste. Vous dites que ça n'a pas changé en 25 ans. Vous êtes deux à tenir cette phrase. Je ne crois pas que dans mon propos, j'ai tenu le fait que la France est un pays raciste. En revanche, ce que je suis en train de dire, c'est que le racisme existe toujours, que les discriminations existent toujours et que dans les médias, on a vu des sketchs qui étaient similaires. Là, on parle quand même d'une émission de télé. On a vu des 25 ans après. 25 ans après. Et les propos de Rokhaya Diallo sur le plateau, personne n'est choqué, voire même certains s'en amusent. D'accord ? La séquence ne choque personne. Il a fallu attendre 1 mois qu'elle fasse le buzz sur les réseaux sociaux pour qu'enfin les gens commencent à s'en émouvoir. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne dis pas que la France est raciste, mais que le racisme perdure, les discriminations aussi, et qu'aujourd'hui on ne fait pas suffisamment gaffe et qu'on ne fait pas... C'est fini, s'il vous plaît, c'est fini. Alors, c'est terminé. Lydia Guirous, Rafik Smati, Fatima Benomar, qu'avez-vous pensé de la prise de position de Rosa Méziane ? Convaincu ou pas, on va commencer par vous, Lydia Guirous. Pas convaincu, j'ai cru comprendre. Pas convaincu, non. Il y a eu d'énormes évolutions en 25 ans. Il y a eu des changements très importants. Vous avez des personnes de toute origine, de toute confession, à des postes de responsabilité dans toutes les sphères de la société. Qui cachent la forêt, c'est magnifique. Non, c'est pas des arbres qui cachent la forêt. Regardez d'accord, alors pas convaincu, Lydia Guirous. Absolument pas convaincu. Je trouve que c'est dangereux de dire ça, d'ailleurs. Rafik Smati. On regardera les chiffres ensemble du CNRS et de l'INSEE. Il y a aussi vos arbres qui cachent la forêt, c'est-à-dire les vrais racistes qui nous font penser que la France est un pays raciste alors qu'elle ne l'est pas. Non, c'est pas le cas. Les racialistes sont des racistes. racistes. Pas convaincu non plus, Rafik Smati.
Fatima Benomar. Je suis évidemment d'accord avec vous. En parlant de cancel culture, il y a encore quelques années, une femme s'est présentée à The Voice avec juste un turban. L'extrême droite est montée au créneau en ressortissant des vieux tweets qu'elle avait fait quand elle était ado. Des vieux tweets. Attendez, Lydia Guirousse. Qui ne tombait même pas sous le coup de la loi, par ailleurs, parce que c'était absolument pas de l'apologie de quoi que ce soit. Et elle a dû quitter l'émission. Tout ça parce qu'elle s'est présentée en chantant une magnifique chanson en plus avec un turban. Avec un turban et des propos qui relativisaient les attentats. C'est important de le préciser. C'est fini. Lydia Guirousse, Rafik Smati, Fatima Benomar, Rosa Méziane. Il me semble qu'il y avait du débat ce soir. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Qui va vous convaincre, comme tous les soirs, de 20h à 21h sur BFM TV, dans le cadre du 120% News qui commence à 19h.